C'est sûr qu'on fera la fête avec les tout petits demain au Palais des Sports de Trècheville. Tata Naomi s'apprête avec toute son équipe pour faire plaisir aux jeunes téléspectateurs. Amis téléspectateurs, nous avons sur notre plateau Dr Betty Marie-Joseph, directrice de l'hygiène publique au ministère de la Santé. Elle est là pour notre rubrique Santé et Bien-être. Avec elle, on parle d'un sujet d'actualité très important, la maladie, sinon le virus Ebola. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Waouh, quand on entend ça, on a un peu peur. Alors, c'est quoi le virus Ebola? Le virus Ebola est un virus qui cause une maladie qu'on a appelée communément Ebola, ayant pour source le nom d'un village du Congo. C'est une maladie qui se manifeste par une fièvre qui devient hémorragique par la suite. Pas forcément au départ, mais le point de départ, c'est la brusque fièvre intense, associée donc à une grande fatigue, des courbatures. C'est le point de départ. Vous voyez que le point de départ est pratiquement identique à d'autres maladies que nous connaissons ici. Et donc, il est important de connaître les signes, de connaître l'évolution et de s'en prémunir. Et comment l'être humain arrive-t-il à être infecté par ce virus? Alors, la contamination se fait d'abord d'animal à homme, ensuite interhumaine, c'est-à-dire d'homme à homme. Donc nous, les humains, nous devons nous prévenir par le fait d'éviter la chasse, la manipulation, la consommation d'animaux de brousse. Déjà, ça évite cette première étape. La deuxième étape, c'est qu'entre nous les hommes, il ne faut pas qu'on se passe le virus. Donc pour cela, on se passe les virus parce que, en fait, c'est toutes les sécrétions corporelles du malade qui sont contaminées, qui sont infectées. Donc, pour rompre cette chaîne-là, il faut faire en sorte de prendre des mesures claires, telles que se laver les mains fréquemment et correctement à l'eau et au savon. Éviter les manipulations. On a dit, le gouvernement a sorti un décret qui dit que nous devons réduire les accolades et les serrements de main. Je crois qu'il y va de notre survie. Nous devons essayer vraiment d'appliquer ces mesures qui sont tout à fait salutaires et qui marchent bien. Et aussi, on a constaté au niveau du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, les mouvements transfrontaliers. C'est important à en parler pour les baptêmes, pour les communions, pour les funérailles, surtout à l'ouest, où d'un côté vous avez un village et une famille, de l'autre côté vous avez un village et une famille, il y a un événement, les gens traversent sans arrêt. Il faut qu'on fasse attention à ça et surtout d'éviter de manipuler les cadavres. C'est une pratique culturelle, nous en sommes conscients, mais ça a ses inconvénients et nous le voyons là maintenant. Il faut qu'on y prête attention. C'est extrêmement important. Et au-delà de cela, il y a aussi des chiffres qui ont montré que le personnel de santé aussi est très atteint. Donc, dans les objectifs gouvernementaux, dans les objectifs du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que nous ayons, en cas de cas, zéro contamination du personnel de santé. C'est extrêmement important. Et pour cela, le personnel de santé aussi va se prémunir pour toute consultation, pour tout acte de soin. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le départ est le même que d'autres maladies et le temps d'incubation va de 2 à 21 jours. Wow. Avec un taux de létalité qui est de 90%, c'est-à-dire que pour 100 personnes atteintes, nous avons donc 90 personnes qui risquent de mourir. Et pour éviter d'être contaminé, il faut bien sûr apprendre à bien se laver les mains. Tout à fait. Avec la permission de la réalisation, on va vous proposer cet élément qui nous enseigne comment nous devons bien nous laver les mains. Bon, juste le temps de caler l'élément. Docteur, il est important de revenir sur un sujet. Ah, les 10 étapes, voici pour vous, amis téléspectateurs. Super. On se retrouve dans quelques instants. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouiller les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée.
8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laisser les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage. Les 10 étapes du lavage de mains. Waouh, j'ai l'impression que on ne se lave pas correctement les mains tous les jours, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut se laver les mains entre les doigts, tout ça. Bon, on va essayer de faire de notre mieux pour ne pas être contaminé. Docteur, on parle de contamination et de l'intervention des animaux lors de la contamination et pour ces personnes qui ont des animaux domestiques. Bon, concernant les animaux domestiques, rien n'a été montré qui montre qu'ils sont dangereux. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On parle aussi des animaux de brousse, mais il se trouve que, bon, il y a des gens en plaisantant, hein, je me fais le porte-parole. Non, mais il faut le dire, pour que les gens soient éclairés, c'est important. Des téléspectateurs n'ont pas de viande de brousse. La pintade, le poulet, on fait comment? On mange. On peut manger, hein? Oui. Pintade, poulet. Oui, on peut manger. D'accord. Perdrix, non? Perdrix. Ah, vous mangez les perdrix, là? Ah, mais... Ah, non, mais... Ça vient d'où? Parce qu'en fait, le virus prospère oui. dans des situations, j'allais dire, sauvages, de brousse. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord. Voilà. Donc, dès qu'on a le poulet, pas de problème. la pintade, on peut y aller. Oui. Mais le poisson à volonté. Oui, je pense que le poisson, oui. Plus conseillé en ce Oui. moment. C'est D'accord, bon pour la docteur. santé même, d'ailleurs. Et qui est le plus exposé, selon vous, au risque de contamination? En dehors, bien sûr, des agents médicaux dont vous avez parlé tout à l'heure. En dehors des agents médicaux, c'est la famille. Parce que lorsque ce qui a pu être constaté, c'est que d'abord, il y a beaucoup de mouvements transfrontaliers. Et dans les habitudes culturelles, c'est normal. Les gens veulent manifester leur affection, soit à quelqu'un qui est malade, soit à quelqu'un qui est décédé. Donc, ils se rapprochent du mort. On a vu des cas même où les familles ont séquestré même pratiquement le corps. Pas en Côte d'Ivoire, évidemment, mais ils ont pris le corps et ils l'ont manipulé, ils ont manifesté leur affection à l'endroit du corps et ils ont été contaminés. Ils ont été contaminés. Donc, tout ce secteur-là est mis en quarantaine pour au moins 21 jours. Donc, le gros risque, c'est la famille et puis aussi ceux qui s'occupent des corps professionnellement, les morguiers, les thanatopracteurs. Eux aussi, ils sont vraiment exposés. En plus, donc, bien sûr, je disais des agents de santé. N'est-ce pas? On parlait de comment se laver les mains, éviter les accolades pour prévenir la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner aux populations? Alors, il y a des conseils à donner à la population, c'est-à-dire que, je répète, le signe majeur, c'est la fièvre brusque et sévère qui induit des transpirations et la transmission se fait à partir des fluides corporels. Quand je dis fluides corporels, vous avez la salive, la sueur, les urines, les vomissements, les larmes, non? Le sang, on va éviter que vous pleuriez, les vomissements, toutes ces choses-là, les fluides, le sperme, tous ces éléments-là, sont source de contamination, sont source d'infection. Donc, dès l'apparition des premiers signes, si on a un doute, le médecin va faire un interrogatoire serré pour savoir quelle a été la conduite de ce malade probable par rapport à un séjour dans une zone endémique, ses contacts et quels sont les signes qu'il a révélés pour savoir un peu l'historique du malade. Ça, c'est très, très important. Et il faut que la population, dès ces signes-là, déjà, se rapproche du centre de santé le plus proche. Je le dis parce que la prise en charge précoce est salutaire. On le dit, il n'y a pas de traitement spécifique. Mais le traitement des signes, oui, ça se fait. C'est-à-dire que si vous vomissez, on essaie de faire en sorte que vous ne vomissiez plus. Si vous avez la fièvre, on essaie de faire en sorte que vous n'ayez plus de fièvre. Avec votre propre résistance, c'est important. Donc, plus c'est pris tôt, nous insistons sur l'aspect précoce de la prise en charge pour que le malade ait des chances d'être sauvé. C'est extrêmement important.
Merci beaucoup, docteur Biti Marie-Joseph. Rappelons que vous êtes la directrice de l'hygiène publique et vous étiez là pour nous aider à avoir les rudiments pour nous protéger contre la maladie à virus Ebola. On espère vous retrouver la semaine prochaine, pourquoi pas, volontiers, pour d'autres conseils pour notre bien-être. Volontiers. Merci beaucoup, Merci docteur. beaucoup, Naomi. Nous, on vous accompagne avec cet élément. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. Envoie vite cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070, c'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Wozo Vacances 2014. Première manche éliminatoire et époustouflante. Sans compétition, les super éléments de Williamsville. Banca de Sceaux de Trècheville. Nonjo Arc-en-Ciel de Beaunois. Les stars pro de Yopougon. Les petits Ourdoukas de Séguéla. Les petits enfants pâtissiers de la belle cité de Béoumi. Tous au Palais des Sports, mercredi 13 août à 14h30. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Information complémentaire suite au spot de Wozo Vacances. Tous les artistes imités par les groupes sont priés de prendre contact rapidement avec l'équipe de production de Wozo Vacances 2014. Les enfants vous imitent, venez les accompagner, venez les soutenir au Palais des Sports de Trècheville. Monsieur Patrice Bléoué est sur ce plateau et quand il est là, tout le monde est debout. Comprenez donc, amis téléspectateurs, que je me tienne debout pour recevoir un communicateur membre des Toastmasters pour la rubrique langage usuel. Avec lui aujourd'hui, on parlera de la lecture expressive. Patrice, bonjour. Bonjour Naomi. Pourquoi faut-il forcément rester debout à chaque fois que vous venez? Je me sens mieux. Mieux? Oui. Donc vous obligez votre auditoire aussi à être debout? Non, pas du tout. Non, juste pour rire. Alors, la lecture expressive, c'est quoi exactement? Naomi, un discours ne se lit pas, il se prononce. Alors, lorsque vous avez votre discours écrit, il y a une façon spéciale de le lire. En réalité, ce n'est pas une lecture toute simple, c'est plutôt une lecture expressive. Il y a trois possibilités. Un orateur, lorsqu'il doit prononcer un discours, il peut l'écrire entièrement. Il peut avoir simplement des notes prises sur un bout de papier. Ou alors, les grandes lignes, c'est ça? Tout à fait, les grandes lignes. Ou alors, il peut prononcer ce discours sans notes. Mais dans notre cas, ce matin, nous verrons comment prononcer un discours lorsqu'il est entièrement écrit. Alors, et pour cela, il faut tenir compte de deux aspects. Lesquels? Il y a d'abord la lecture de ce discours ou de ce texte qui sera rendu, donc une lecture expressive. Et deuxièmement, il y a l'attitude de l'orateur lorsqu'il est en train de prononcer ce discours écrit. Là, vous n'êtes pas en train de me lire votre discours. Là. Mais non, pas du tout. On a les grandes lignes et on suit les grandes lignes. C'est différent donc de rendre un discours qui est carrément écrit. D'accord. Vous nous avez appris
à faire notre discours, à présenter notre discours. On a notre discours, on le rend comment? Déjà, on prend quelle posture pour rendre le discours? Est-ce qu'on tient compte de notre auditoire avant de prendre une posture? Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, voyons donc l'attitude. Première chose, il faut éviter de tenir son texte, ses feuilles, parce que si vous avez le trac, cela risque de se sentir. Là, c'est s'il y a un pupitre. Mais tout à fait, sinon, tout à fait. Si Tout on à n'a fait. pas, on est obligé. Tout à fait, mais il est conseillé de ne pas tenir son discours entre les mains, sinon si vous avez le trac, cela risque de se faire sentir et votre auditoire risque d'être gêné ou d'être dérangé par les feuilles. Distrait même carrément, Tout vous à fait. écoutera plus, on Tout regardera. à fait, on va regarder les feuilles. les Tout à feuilles fait. Donc, trembler. il est conseillé d'avoir un support, un lutrin ou un pupitre sur lequel poser vos feuilles. Première chose. Est-ce qu'on peut éviter aussi d'avoir de grandes feuilles? Tout dépend de ce que vous avez devant vous. Mais il est conseillé de ne pas présenter son discours, présenter ses feuilles. Tout à fait. Deuxième chose, il faut avoir le contact visuel. C'est-à-dire, il est vrai que vous êtes en train de lire votre discours, de lire votre texte, mais il est conseillé également de regarder votre auditoire parce que vous communiquez avec un public. Donc, il faut trouver avec des exercices le moyen de lire votre texte et de regarder votre auditoire. Et on peut y arriver si et seulement si on a fait des exercices à la maison avant de venir devant son auditoire. Tout à fait. Et voici ce qui est conseillé pour y arriver. Il faut connaître votre texte. Il ne s'agit pas de le connaître par cœur. Il faut le lire plusieurs fois afin d'avoir les réflexes, de connaître les différentes phrases que vous avez utilisées. Donc, il faut le lire et le relire, première chose. Mais quel inconvénient on peut avoir lorsqu'on apprend son texte par cœur? Ce serait une récitation. L'on saura que vous êtes en train de réciter un discours. Il faut plutôt le vivre. Et justement, on parlera de cela tout à l'heure, comment transmettre les émotions lorsque nous sommes en train de lire un texte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on était à l'école primaire et qu'on nous donnait les leçons à apprendre, on apprenait le test, la leçon par cœur, et il suffisait d'oublier un petit mot, et puis bon, voilà, la suite n'arrivait pas. Tout à fait. Et ça peut arriver aux grandes personnes. Effectivement, c'est pour cela qu'il n'est pas conseillé de réciter votre discours, parce que si vous avez oublié un mot ou une phrase, vous risquez d'être arrêté devant le public avec toute la honte. Et dans ces cas, c'est difficile parfois de reprendre le discours, de continuer. Ouais. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est d'avoir des gestes précis. C'est vrai que vous lisez votre discours, vous lisez votre texte, vous prononcez le discours, mais par moment, il faut faire quelques petits gestes pour illustrer. Prononcer un discours, c'est pas facile. Hein? Oui, mais voyez-vous, un orateur qui est devant son texte et qui est comme ça, sans geste, vous voyez que c'est difficile à voir. On va s'ennuyer après. Tout à fait, parce que l'auditoire ne fait pas que vous écouter, mais vous regarde aussi. N'est-ce pas? Donc il y a quelques gestes que vous devez faire à point nommé. Voici les 3 points qu'il faut considérer lorsque vous devez prononcer un discours et lorsque le texte est écrit. Maintenant, lorsque vous lisez votre texte, qu'est-ce que vous devez faire? Première chose, je l'ai dit, vous devez faire donc une lecture expressive. N'est-ce pas? À quoi ça consiste? Première chose, vous devez avoir du rythme dans votre lecture. C'est-à-dire, écoutez, si vous avez... Il va falloir prendre le test là, que vous avez devant vous, et puis nous faire une lecture expressive. Alors, je voulais d'abord lister les points et puis ensuite faire un exemple. D'accord. Donc, première chose, il faut avoir du rythme. S'il s'agit d'un événement triste, vous devez parler avec tout à fait. Maintenant, donc, ils n'ont pas vu, la caméra était sur vous, donc ils n'ont pas compris ce que j'ai fait. Donc, allez-y. Il faut aller tout doucement. Voilà. Parce que, justement, c'est un événement triste. Mais s'il s'agit d'aller de motiver, il faut aller avec le dynamisme. Par exemple, les Ivoiriens se sont battus jour et nuit, se sont privés de plaisir et ont réussi à relever notre pays. Wow. Parce que justement, vous parlez de l'élément motivateur. Deuxième chose que vous devez considérer, vous devez avoir une bonne élocution. Travaillez votre élocution, c'est-à-dire vous devez pouvoir lire et dire exactement les syllabes des mots. Cela va vous permettre d'aller avec un certain rythme, ne pas vous embrouiller, ne pas avoir de trébuchement. Très bien. Troisième et dernier point, vous devez avoir une lecture qui n'est pas monocorde, c'est-à-dire vous devez avoir une intonation ascendante,
descendante. Imaginez un lecteur ou un orateur qui dit, je lis une phrase. Allons-y. Les Ivoiriens se sont battus, jour, nuit, se sont privés de C'est quoi? plaisir. C'est l'élève qui a fait ou quoi? Vous voyez? Donc il faut avoir une intonation ascendante, descendante pour que ce soit beau lorsqu'on vous écoute. Donc ce qu'on a retenu, vous devez avoir une lecture expressive, donc faire une lecture expressive. Vous devez avoir de l'intonation, du rythme. Vous devez travailler votre locution, dire exactement les syllabes des mots. Ça, c'est pour la lecture. Ensuite, pour l'attitude, vous devez éviter de tenir votre feuille, poser votre feuille sur un support. Vous devez ensuite avoir un bon contact avec l'auditoire. Et puis, enfin, vous devez faire des gestes précis. Waouh! Dire un discours, pas facile. Oui, il faut s'entraîner. C'est pour cela qu'il faut vous rencontrer. Et on va donner l'adresse Internet pour échanger avec les Toastmasters. Oui, vous allez sur www.toastmasters avec s.org. C'est le site de Toastmasters International. Vous pourrez avoir également le contact. C'est possible que je donne le contact? Non. Non. C'est pour cela qu'on va sur le site Internet. Donc vous allez sur le site Internet. Voilà. On aura toutes les infos là-bas. Toutes les informations. Il y a plusieurs clubs en Côte d'Ivoire. Vous pourrez vous inscrire. Et puis, nous serons disposés à vous assister pour vous permettre de devenir un excellent communicateur et un très bon leader. Merci beaucoup, Patrice. Et puis, on espère se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu voulant. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs, on parle encore de la fête de l'indépendance qui a eu lieu le 7 août dernier. Et cette fois-ci, nous vous conduisons à Guélémou. Guélémou, village célèbre de la région de Santa, a été choisi cette année pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Situé à 12 km de Santa, chef-lieu de sous-préfecture, Guélémou évoque le nom du célèbre combattant africain Samori Touré, arrêté en 1898 à la frontière et transféré au Gabon. C'est donc ce village touristique qui a accueilli les festivités de l'indépendance. Le sous-préfet de Santa, Assis Abenan Firmin, a évoqué le climat de retour à la normalisation dans la région. Les filles et fils du Tonkui ont compris la nécessité de s'unir pour penser développement et sortir la région de sa léthargie. Il a rappelé les nombreux progrès réalisés dans la région sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Les nombreux conflits fonciers qui affectent la vie sociale et perturbent la paix doivent trouver rapidement des solutions définitives. Les cadres de la région devraient pour cela s'impliquer davantage. M. Assis Abenan Firmin a par ailleurs évoqué le reprofilage des routes, la construction prochaine d'un château d'eau, l'électrification de certains villages et surtout la connexion au réseau téléphonique. Plusieurs projets de développement ont été retenus comme priorité au titre de l'année 2015. Un défilé militaire et civil des forces vives de la sous-préfecture de Santa a mis fin à la célébration de l'indépendance à Guélémou. 3 sœurs. Ces matins, bonheur, Naomi voulait se repoudrer le nez. Et bon, voilà. Permettez, ça peut arriver. Voilà. Donc, on se repoudre rapidement le nez. Ça se fait à matin, bonheur. Les maquilleuses occupées avec les autres invités qui arrivent. Voilà. Merci à la réalisation. Nous sommes avec professeur Assa Alou. Il est professeur titulaire de chirurgie maxillo-faciale. Avec lui, on parle de campagne de sensibilisation et de lutte contre le bec de lièvre. Professeur, bonjour. Bonjour Naomi. C'est quoi le bec de lièvre? Le bec de lièvre, c'est une malformation faciale. C'est une division de la lèvre supérieure qui se prolonge jusqu'au voile du palais. Et donc, la dernière fois, j'ai présenté le palais comme le plafond de la bouche et la langue repose sur le plancher. Et donc, c'est une division, une fente qui va de la lèvre supérieure, traverse l'alvéole, le maxillaire et jusqu'au voile du palais. Et donc, une division, une communication entre la cavité buccale et les fosses nasales, les narines. Et comment on arrive à avoir le bec de lièvre? C'est la naissance, sinon après... C'est une malformation congénitale. Et donc, une malformation génétique au cours de la conception, au cours de la vie, de la grossesse. Il y a des facteurs génétiques des parents qui sont
bec de lièvre qui mettent au monde un enfant bec de lièvre, ou bien lors de la grossesse, certains traitements qu'on a incriminés et on n'a pas vraiment la preuve scientifique et qui survient. Et donc c'est congénital, c'est pendant la grossesse. Et quand on sort de cette maladie, est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on fait des opérations pour corriger cela? Ou bien jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution définitive? Le traitement est chirurgical, esthétique. Et sur place en Côte d'Ivoire, on a des chirurgiens maxillofaciaux, des plasticiens de la face, et dont j'en suis. Et nous avons suffisamment de spécialistes en Côte d'Ivoire pour traiter correctement cette pathologie. Et le traitement est chirurgical. Mais on sent, voici par exemple une image qui nous montre une dame qui souffrait donc de cette malformation. Et juste après l'opération, on voit quand même qu'il y a eu une opération où ça laisse quand même une marque sur le visage, docteur. C'est une fente labiale partielle, c'est-à-dire la lèvre n'est pas totalement fendue. Oui. Et parce que la fente se prolonge quand elle est complète, se prolonge dans la narine. Et là, c'est une intervention qui a été faite par des techniques que nous maîtrisons bien et qui laisse pour les personnes, la peau noire a l'habitude de faire des kéloïdes. Et donc il y a une cicatrice kéloïde boursouflée qui survient après l'intervention et qu'on brise par des techniques particulières ou bien par des infiltrations de produits pharmaceutiques particuliers, ou bien pour celles qui ne font pas des kéloïdes, on n'a qu'une petite cicatrice presque invisible. Et sur le plan socio-culturel, il faut dire que ces personnes-là qui souffrent de cette malformation sont mal vues. Il y a certaines personnes qui sont traitées de sorcières. Et c'est pour cela, je pense, qu'il y a une campagne pour dire qu'on n'est pas forcément sorcier lorsqu'on a le bec de lièvre. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, toute affection, toute maladie, on colle à ces maladies un fondement socio-culturel. C'est de la sorcellerie, c'est de la malédiction, et c'est un enfant qui va porter malheur. Il n'en est absolument rien, et je suis formel. Il n'en est absolument rien, et il n'y a aucun fondement mystique. Ce n'est pas un enfant qui est né pour détruire la famille, pour apporter le malheur, ou bien c'est un sorcier qui va bouffer les membres de la famille. Il n'en est absolument rien. Et d'ailleurs, ce sont des enfants, avec l'expérience que nous avons, ce sont des enfants qui sont intelligents et qui réussissent parfaitement quand tout est corrigé, qui réussissent parfaitement à l'école. Et donc, ce sont des préjugés non fondés à écarter. Professeur, le traitement doit coûter cher puisqu'on parle d'intervention chirurgicale. Oh, cher, oui, nous sommes en Afrique, et souvent, ces patients proviennent de milieux socio-économiques assez modestes et il faut compter environ 300 à 400 000 francs, tout bilan compris. 300 à 400 000 francs avec la prise, tout bilan compris. Bon, 300 à 400 000 francs, tout le monde n'a pas les moyens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour aider les personnes qui souffrent du bec de lièvre? C'est pourquoi je suis là. Nous sommes à notre 3e campagne de bec de lièvre. Il y a une équipe américaine qui vient se joindre à l'équipe nationale ivoirienne composée de chirurgiens maxillofaciaux, de chirurgiens pédiatres, d'otorhinolaryngologistes. Et cette équipe américaine forte de 17 membres sera là du 4 au 20 septembre 2014. D'accord. Et grâce à la générosité de la fondation ATEF au maïs et les entreprises partenaires, la prise en charge est totalement gratuite. Gratuite. Et du bilan jusqu'au traitement. Et après le traitement, parce que après le départ de l'équipe américaine, nous assurons le relais sur place pour faire le suivi à moyen et long terme. Et puis,
pour prendre les malades qui n'ont pas été opérés pendant cette période. Parce que ce qui nous manque, c'est l'appui financier. Tout n'est pas gratuit actuellement. Et donc, c'est l'appui financier. Mais avec la Fondation Atefo Maïs et les partenaires qui nous soutiennent dans ces campagnes, nous avons suffisamment de matériel consommable pour prendre en charge et gratuitement sur un temps assez long. Vous allez limiter le nombre de malades qui veulent s'inscrire ou bien les inscriptions sont ouvertes et c'est illimité? Les inscriptions sont ouvertes et illimitées. Les malades qui n'ont pas été prises pendant cette période, nous les prenons, nous, je dis bien, équipe nationale ivoirienne, sur place. Nous les prenons sur toute l'année. On commence à s'inscrire à partir de quand et où? Les inscriptions sont ouvertes et il y a 2 contacts que je donne. Allez-y. Le 57 54 09 72. Je répète, 57 54 09 72. Le 20 31 39 59. 20 31 39 59. Et l'intervention se déroule au CHU de Trècheville, dans mon service en stomatologie et chirurgie maxillofaciale. On commence aujourd'hui à vous appeler pour les inscriptions ou il faut attendre jusqu'au 4 septembre? Oui, le répondant, j'ai fait le premier point avec mon chef de clinique, Dr Ndessan, qui réceptionne, qui répond au 57 là. Et nous sommes environ à une cinquantaine de patients. Donc on attend encore tous ceux qui ont envie d'être traités. On les attend. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce que vous faites pour les populations ivoiriennes. Professeur Assa Alou, rappelons que vous êtes professeur titulaire de chirurgie maxillo-faciale et vous étiez là pour nous parler de la campagne contre le bec de lièvre, n'est-ce pas, pour lutter contre le bec de lièvre. Dernier message aux populations qui nous suivent et qui hésitent peut-être. Oui, comme je l'ai dit... C'est peut-être trop beau pour être vrai, donc oui, c'est une campagne gratuite. Voilà. Les opérations sont gratuites et l'appel est lancé aux autorités administratives, sanitaires, au personnel de santé à nous faire parvenir à ces numéros les noms des patients, les contacts des patients. Afin que vous puissiez organiser, vraiment, parce que et je tiens vous puissiez organiser les interventions chirurgicales. À dire merci à la RTI, la première et la deuxième chaîne, pour leur appui médiatique qui nous permet de nous faire connaître et faire connaître ce programme. Merci beaucoup, professeur. Bien. Merci, Naomi. Et puis, on espère vous recevoir après cette campagne pour nous montrer les images de ce qui se serait déroulé ce au sera CHU fait. de Trècheville. Nous avons un enregistrement numérique et une photothèque de tout ce que nous faisons comme intervention. Tous les dossiers. Ce serait bien de revenir nous faire le bilan. Et tout le plaisir pour moi. Merci, professeur. Merci bien. Un autre professeur prend la place du professeur Assa Alou. Il s'agit du professeur Akafo Adja Evelyn. Elle est professeur agrégé de pédiatrie, spécialiste en néonatologie. Dans le cadre de la rubrique bien-être, elle est avec nous pour nous entretenir sur la conduite pratique de l'allaitement maternel. Bonjour professeur. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. On parle depuis la semaine dernière de la semaine de l'allaitement sur le plan international. Exact. Il est bon de rappeler que la semaine dernière, vous étiez là, je crois, avec Eric Sikongo. C'est cela. Et il serait bien, puisque la répétition est pédagogique, de nous rappeler ce qui a été dit la semaine dernière concernant l'allaitement. Oui, alors la semaine dernière, nous avons surtout parlé de la composition du lait de mère, de ses nombreux avantages. Et donc, je voudrais tout de suite que tout le monde retienne que le lait de mère, c'est vraiment le meilleur aliment et la meilleure boisson pour le nouveau-né et le nourrisson. C'est ce qui lui permet d'avoir la croissance la plus optimale possible, la meilleure croissance possible. Et
il faut rappeler qu'il a de très nombreux avantages. D'abord pour l'enfant lui-même, à savoir qu'il est très riche en nutriments, c'est ce qui lui permet d'avoir cette bonne croissance dont nous avons parlé. Il est très riche en eau, environ 90%, de sorte que, comme je l'avais dit, quand un nouveau-né a tété, il a à la fois mangé et bu. Il est riche en anticorps, il permet de lutter contre de nombreuses maladies, à la fois bactériennes, parasitaires, voilà, de nombreuses maladies. Il est riche en un élément qui s'appelle le facteur bifidus, donc qui favorise la digestion, et il a des propriétés très variables, à savoir que sa composition varie selon les besoins du nouveau-né. C'est-à-dire que à la naissance, il est composé essentiellement de ce qu'on appelle le colostrum, qui est ce